Bonjour et bienvenue à la conférence d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous amène à Chicago, au musée qui s'appelle le Art Institute, qui est situé sur les rives du lac Michigan, ou en fait au bout du lac Michigan. Et il est situé sur l'avenue Michigan Avenue, l'avenue prestigieuse de Chicago. C'est un des plus riches et des plus anciens musées, non seulement des États-Unis, mais du monde. Prends la souris. Prends la souris. Bon, OK. Alors, vous voyez ici un lion, un lion en cuivre patiné qui garde précieusement la collection fabuleuse de ce musée. Vous saurez que la collection du musée de Chicago compte pas moins de 300 000 objets d'art. C'est énorme. C'est une les plus grandes des États-Unis. Elle est surpassée, à ma connaissance, que par celle du Metropolitan Museum de New York, qui, elle, en compte 2 millions. Alors, mais quand même, c'est un très, très beau musée que j'ai eu l'occasion personnellement de visiter à deux reprises. Le musée a été construit en 1879. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1871, il y a eu un très grand feu à Chicago qui a brûlé la moitié de la ville, rien de moins. Ça a été une date marquante de l'histoire de Chicago, de sorte qu'aujourd'hui, ne serait-ce que si on regarde le nom que la ville a choisi pour son équipe de soccer en Amérique du Nord, c'est le Chicago Fire. Les gens se rappellent énormément de cet événement-là. Alors, le musée s'est construit 8 ans plus tard. Après 1871, les gens se sont retroussés les manches et ont résolu de reconstruire rapidement leur ville. D'ailleurs, c'est ce qui a donné en architecture à ce qu'on appelle l'école de Chicago, parce qu'à ce moment-là, quand ils ont reconstruit, ils ont construit les premiers gratte-ciels du monde. Ça a été fait à Chicago. Quand on parle de gratte-ciel, on s'entend, là, mettons 10, 12 étages à l'époque. Mais ça a grandi après ça de façon exponentielle. Alors, ce musée-là compte des collections d'art de toutes sortes. Il y a beaucoup d'art africain, d'art amérindien, d'art polynésien, et beaucoup, évidemment, d'art européen, entre autres d'impressionnistes, vous allez voir tantôt. Et même, ils ont des collections de textiles fabuleuses. Alors, comme ici, on voit une partie plus contemporaine du musée, parce que comme n'importe quel musée, à mesure que sa collection s'agrandit, il faut évidemment agrandir le musée pour pouvoir afficher un minimum des œuvres de la collection. Alors, il y a eu plusieurs agrandissements, dont un majeur qui s'est fait dans les dernières années. On voit ici une œuvre qu'on va voir au cours de la conférence, c'est l'Après-midi pluvieux à Paris de Gustave Caillebotte. Et voici un escalier monumental, pour dire le moins, sculptural, d'un des derniers agrandissements du musée. Bon, on va commencer avec le premier. À tout seigneur, tout honneur, comme on est aux États-Unis, on va commencer par les peintres américains du musée. Alors ici, c'est John Singer Sargent, le fameux peintre américain un peu impressionniste, dirons, qui a fait carrière surtout en Europe. Alors ici, en 1907, Sargent est déjà un portraitiste très, très reconnu. Et là, ce tableau-là marque une transition dans son œuvre, c'est-à-dire qu'il continue à faire des portraits, mais en plein air. Un peu sous l'influence des impressionnistes, j'imagine. Alors, le couple qu'on voit ici, ce sont des artistes de ses amis qui ont volontairement offert de poser pour son tableau devant la fontaine.
Alors, comme le travail du peintre a souvent été interrompu par la pluie, le couple a dû poser plusieurs jours pour cette scène. Madame Louise Lefebvre. Pour ce portrait d'une Française, Sargent a coupé court aux conventions du portrait en donnant priorité aux effets dramatiques d'ombre et de lumière dans cet appartement parisien. Alors, l'œuvre combine à la fois les coups de pinceau rapides des impressionnistes avec le chiaroscuro des grands maîtres de la Renaissance, tel le Caravage. Cette composition vise à établir la réputation de Sargent comme étant un peintre original et audacieux. Le portrait de John Deering. M. Deering, qu'on voit ici, était originaire de Chicago. Même, je pense qu'il était sur le conseil d'administration du Art Institute. Mais il avait une résidence secondaire en Floride, où il a invité John Singer Sargent à passer un certain nombre de semaines chez lui. Et à cette occasion-là, M. Sargent a fait son portrait. La fontaine de Neptune. Ça, c'est un portrait, un tableau que Sargent a réalisé à Florence. C'est la fontaine de Neptune à la Piazza della Signoria devant le Palazzo Vecchio de Florence. Alors, Sargent, plutôt que de représenter Neptune, dont c'est la fontaine, s'est plutôt concentré sur les autres personnages dans la fontaine, qui sont des gens, des hommes musclés. Puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a représenté l'effet de l'eau sur le bronze des personnages et la pierre de la fontaine. Madame Mary Anthony. Cette femme était l'épouse d'un peintre américain qui faisait partie d'un groupe d'expatriés qui vivaient en Europe, tel le Sargent, par exemple, qu'il avait connu lors de son premier voyage à Florence. Alors, cette œuvre-là, il l'a peinte, ce n'était pas un mandat qu'il a reçu, c'est de son propre gré, il a décidé qu'il aimait bien cette femme-là, avec laquelle il avait vécu des choses intéressantes, alors il a décidé de faire son portrait pour l'avoir en souvenir. Des tons foncés de la toile et le nombre limité, quand même, il n'y a pas beaucoup de tonalités dans cette toile, ça rappelle beaucoup Velázquez, que Sargent admirait, qu'il avait beaucoup imité pendant sa formation artistique. Alors, on va voir, Velázquez, c'est un peu le même genre de tonalité, comme vous pouvez voir sur ce tableau-là. Le prochain tableau s'intitule « Répétition de l'orchestre Pas de loup au cirque d'hiver ». Alors, les répétitions gratuites de cet orchestre dirigé par Jules-Étienne Pas de loup étaient un phénomène populaire à Paris à cette époque. Je ne sais pas si vous voyez bien, on a une vue plongeante sur la fosse d'orchestre. On est dans un amphithéâtre. On regarde vers le bas. On voit les partitions. Le blanc, c'est les partitions des musiciens et les noirs, ce sont les musiciens. Et aussi, à l'avant-plan, on voit des acrobates du cirque d'hiver. Alors, Sargent utilise des coups de pinceau rapides pour capturer l'atmosphère de cet amphithéâtre, des musiciens et de leurs partitions, et des acrobates à l'avant-plan. Est-ce qu'il y a des questions sur John Singer Sargent? On va passer à l'artiste américain suivant, Edward Hopper, qu'on voit ici. Alors, Edward Hopper et sa femme Jo s'étaient épousés en 1924 et ils sont allés passer la première année de leur mariage au Nouveau-Mexique. Comme ils étaient sans voiture, ils ont été confinés la plupart du temps dans leur chambre d'hôtel, qu'on voit ici. Alors, Hopper n'avait pas beaucoup de possibilités de peindre différentes scènes. Alors, il a peint cette scène-là dans la chambre d'hôtel. On voit sa femme en train de lire, coincée entre une chaise et la commode. Le pied du lit à l'avant-plan fait la séparation entre le sujet et les spectateurs. Gloucester Mansion. Tout jeune, Hopper a étudié la peinture à New York. Après sa formation, il est allé faire un long stage en France, qu'il a bien aimé, et il est retourné à New York pour travailler comme illustrateur. Il était un aquarelliste accompli
et il a capturé la lumière du nord du bord de mer en peignant ses maisons victoriennes à Gloucester, dans le Massachusetts. Est-ce qu'il y a des questions sur Edward Hopper? On va passer à Mary Cassatt, la peintre impressionniste que vous connaissez, j'imagine bien. Alors, Mary Cassatt, cette œuvre s'intitule Le bain d'enfant. On voit évidemment l'intérêt que Mary Cassatt portait à la maternité et aux soins des enfants, même si elle-même n'en a jamais eu. Alors, on voit aussi l'influence de l'art japonais dans son œuvre. On la verra d'ailleurs plus un peu dans l'œuvre suivante. On sent ici une ambiance de protection et de tendresse en voyant cette toile. Caresse maternelle, ça c'est le tableau vraiment japonais, là, parce que non seulement dans le sujet, mais aussi dans la technique, parce que les formes sont simplifiées, ils sont aplatis, il n'y a pas de perspective, et ça met en valeur les motifs floraux, autant dans le couvre-lit que dans le fauteuil sur lequel ils sont assis, que dans la robe de la dame. Alors, voilà. L'œuvre suivante s'intitule « Sur un balcon ». Ce tableau avait été représenté à l'Expo des impressionnistes de 1880. Il semble montrer une femme dans un décor public. Or, il n'en est rien, parce que elle est dans un jardin privé, parce que la robe de la dame n'est pas du genre à être portée en public, semble-t-il. Suzanne au bonnet. Mary Cassatt préférait se servir d'amis, de connaissances, de relations occasionnelles pour lui servir de modèle. Suzanne, qu'on voit ici, était la cousine de sa domestique Mathilde Vallet et elle a posé souvent pour Mary Cassatt au début des années 1880. Mary Cassatt au Louvre. En fait, ce n'est pas une œuvre de Mary Cassatt, c'est une œuvre d'Edgar Degas, qui est un grand ami de Mary Cassatt. Et il nous montre, par exemple, Mary de dos, c'est elle qui est debout avec son ombrelle à la main droite, qui se promène en bas de l'image. Elle transpire l'assurance dans son attitude, tandis que sa sœur Lydia est tout au contraire assise, le nez dans le guide du livre, le guide du Louvre. Est-ce qu'il y a des questions sur Mary Cassatt? Oui? La précédente, oui. Quelle technique c'était? La précédente, celle qui ressemblait au japonais. La précédente, c'était... Le japonais, la technique. C'était Suzanne au bonnet. Suzanne au bonnet. Suzanne au bonnet. Reviens donc. Mais... On va revenir. Le portrait, c'est quoi la technique, Paul? C'est quoi? Vous direz que c'est au pastel. Au pastel? Pastel, je dirais. Ça va, Mme Archambault? C'est correct? Alors, on passe à Andy Warhol, le plus célèbre artiste pop. Il a toujours jeté un regard ironique sur la vénération que les gens portaient à des célébrités contemporaines. Il a utilisé la sérigraphie pour transférer des photos sur la toile de personnages très connus comme le leader chinois. Ce tableau de 15 pieds de haut imite les panneaux officiels qui étaient nombreux à travers la Chine à l'époque de la Révolution culturelle. Les couleurs à l'huile faisant office de maquillage servent à différencier l'œuvre d'une simple photo. Marilyn Monroe. Dans les années 60, Warhol a mis en marché une série de 10 images tirées des photos publicitaires du film Niagara que Marilyn Monroe avait tourné en 1953. Warhol a ajouté des couleurs criardes et psychédéliques sur le visage de la vedette. Alors qu'une teinte vive reflète jusqu'à 90% de sa couleur, une couleur de peinture à la peinture Day-Glo, comme il l'a utilisé ici, semble refléter 300% de sa couleur. Ce qui a fait dire des critiques que le visage de Marilyn semblait constamment illuminé
par la couleur utilisée. Autoportrait. Warhol a publié son premier autoportrait à partir d'une photo qu'il avait prise dans une cabine automatique. Ce tableau a marqué le début de son engagement à se construire une identité publique. Bob Colacello. Au début des années 70, Warhol a commencé à produire des portraits à partir des photos Polaroid des célébrités et de ses amis. Son modèle était un écrivain et ex-éditeur de la revue de Warhol qui s'intitulait Interview. Évidemment, c'est une perruque qu'il a sur la tête. Est-ce qu'il y a des questions sur Warhol? On va passer à Georgia O'Keeffe, la peintre new-yorkaise qui a fini sa carrière au Nouveau-Mexique. Yellow Hickory Leaves with Daisy. Georgia O'Keeffe a peint ses fleurs à une échelle hautement agrandie. Elle était inspirée par la végétation autour du Lake George dans l'État de New York. Même si elle peignait ses fleurs avec réalisme, leur échelle hors norme les rapprochait de l'abstraction. Elle espérait inspirer ses spectateurs à regarder les objets de beaucoup plus près. Red Hills with Flowers. Fascinée par les contrastes d'échelle, Georgia juxtaposait souvent des éléments magnifiés avec des paysages éloignés, comme dans ce tableau réalisé près de sa maison au Nouveau-Mexique. Elle adorait les couleurs frappantes de cette terre, depuis les collines jusqu'aux fleurs et autres végétations. Le printemps. Ici, Georgia a peint le cabanon qui abritait la chambre noire de son mari, qui était photographe au Lake George. Elle utilise des teintes pastel riches pour les arbres au feuillage abondant, mais elle s'est permis des libertés artistiques en omettant, par exemple, sur le cabanon, la cheminée, la fenêtre et le déclin horizontal du cabanon, et elle a agrandi le mât à drapeau pour accentuer la verticalité de l'œuvre. Lumière matinale au Machu Picchu. Georgia a voyagé au Pérou. Elle s'est rendue au site de Machu Picchu, mais elle n'a pas du tout choisi de représenter le site Inca, car elle était profondément impressionnée par les montagnes avoisinantes qui semblaient foncer verticalement vers le ciel. Elle séjournera 3 mois au Pérou, mais elle n'a peint que peu de paysages péruviens. Red and Pink Rocks and Teeth. Georgia était fascinée par les ossements des animaux patinés par le temps qu'elle trouvait dans le désert du Nouveau-Mexique. Les formes et les couleurs chaudes des roches contrastent avec les dents angulaires et blanchies par le soleil de cette mâchoire animale. Ça, vous reconnaissez, j'imagine, la Gaspésie? À l'été de 1932, Georgia O'Keeffe est allée se promener en Gaspésie, imaginez. Alors, elle a bien aimé les vieilles granges et les croix de chemin de cette région, mais ce qu'elle a choisi de représenter, ce sont les montagnes de la Gaspésie, vues à partir du fleuve. On dirait effectivement que les montagnes vertes semblent émerger du fleuve. Est-ce qu'il y a des questions sur Georgia O'Keeffe? On va passer au suivant. Ted Lichtenstein. Finger pointing. Ici, Ted Lichtenstein emprunte un symbole iconique du nationalisme et militarisme américain qui apparaissait sur les affiches de recrutement pendant les 2 guerres mondiales. Celle-ci, par exemple. Uncle Sam wants you. Le doigt pointé pouvait représenter non seulement les États-Unis, mais aussi une agence de publicité. Cette image avait aussi à l'époque été appropriée par les activistes et les manifestants contre la guerre du Vietnam. Alcazar. Depuis 1961, Lichtenstein avait commencé à réaliser des tableaux basés sur les images des bandes dessinées. Alcazar est une de ses œuvres phares car elle montre que l'artiste a ajouté à ses techniques graphiques de ses débuts une préoccupation significative qui se représente pendant les années qui ont suivi. Coup de pinceau avec éclaboussure. Cette œuvre est un commentaire négatif de la part de Lichtenstein sur l'expressionnisme abstrait qui sévissait aux États-Unis à partir des années 1950. Ici, il a voulu se moquer de 2 peintres de ce mouvement-là. D'abord, on voit les éclaboussures en violet de Pollock
et les traits de pinceau de Koning. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'œuvre de Ted Lichtenstein? On va passer à Alexandre Calder, qui était un adepte de l'art cinétique. Il a révolutionné la sculpture en créant des formes abstraites que l'artiste Marcel Duchamp avait à l'époque qualifiées de mobiles, et le nom lui est resté. Alors, cette œuvre ici s'intitule Tramway. Empruntant au rythme de la vie moderne, Calder a transformé le tramway, ce mode de transport urbain bruyant, en une composition silencieuse de formes tirées de matériaux usinés. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur Calder? Il y a eu une exposition il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'avez vu, au Musée des Beaux-Arts de Montréal sur Calder. C'était vraiment 2019, je pense. Très intéressant. Puis c'est quelle pièce qui est à Montréal? Il me semble qu'il n'y a pas une pièce de Calder? À Terre des Hommes. OK. Ouais. Il a fait des petits et des gros montages. Hein? Oui. Oui. Il y en a des tout petits, il y en avait au musée des tout petits, ça m'a surpris. Oui. Alors, on va passer à un peintre québécois. Vous allez être surpris peut-être d'apprendre qu'il y a 3 œuvres québécoises au Musée d'Art Institute de Chicago. Ce sont toutes des œuvres de Jean-Paul Riopel. La première, justement, est sans titre. La seconde s'intitule Le Foulard. Et la dernière s'intitule Vespérale numéro 3. Vous passez maintenant au peintre italien qui se trouve au musée Art Institute. En commençant par Botticelli, dont voici un tableau qui s'intitule Vierge et l'enfant avec un ange. Botticelli, dans sa représentation humaine, même si idéalisée de la Vierge Marie embrassant le bébé Jésus, nous transmet la beauté de l'amour maternel. Marie, à l'expression douce et à la peau lumineuse, cajole le bajou de son fils. Un ange plus petit de taille, à gauche, observe en admiration. La Vierge et l'enfant avec 2 anges. Les œuvres de Botticelli marquent le point culminant de la tradition mystique de l'art de la Renaissance à Florence. Dans ce tableau tardif de Botticelli, 2 anges tirent sur un rideau pour révéler la Vierge et l'enfant, encadrés par de minces arbres, ce qui suggère un trône. La peinture faite en tondo, une peinture en rond, un tondo, suggère qu'elle était destinée à une chambre à coucher probablement d'un mécène florentin. On va passer maintenant à un peintre de Venise, le Tintoret. Cette œuvre s'intitule Tarquin et Lucrèce. Selon l'histoire de la ville de Rome, le Tintoret nous montre le viol de la vertueuse Lucrèce par Tarquin, le fils du roi de Rome. Il semble que ce viol aurait poussé le peuple à renverser la monarchie et établir la République à Rome autour de l'an 500 avant Jésus-Christ. Lucrèce a été honorée pour s'être suicidée pour éviter le déshonneur de sa famille. Avec ses distorsions de l'anatomie et de l'espace, avec son expression vibrante de la lumière, le Tintoret représente les moments les plus violents de cette histoire. Comme les 2 protagonistes en viennent au cou, un oreiller vole dans les airs, son collier de perles se brise et les poteaux du lit s'effondrent. Renoir. On va passer maintenant aux peintres français du musée. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Ici, c'est Renoir. Les 2 sœurs. Auguste Renoir aimait tout ce qui était joyeux, brillant et consolant dans la vie. Ce tableau est un des plus populaires du Art Institute. Techniquement, cette toile est un tour de force. Renoir a juxtaposé des personnages presque grandeur nature devant un paysage qui, comme un décor de théâtre, semble sortir d'une vision un peu fantaisiste. Les acrobates du cirque Fernando. Même si ces 2 sœurs sont représentées dans l'arène d'un cirque, elles n'ont posé dans l'atelier de Renoir pour ce tableau. Renoir nous transmet l'innocence de la jeunesse. Pour ce faire, il a entouré les 2 filles d'un halo de rose, d'oranger, de jaune et de blanc.
Imaginez-vous que la dame qui avait acheté cette toile-là de Renoir, c'était une Américaine, eh bien, elle l'aimait tellement qu'elle ne s'en départissait jamais, même quand elle voyageait. Elle l'amenait avec elle. J'espère qu'elle n'était pas trop grosse. Qui, la dame? Pas la dame, la toile. Ah, okay. Jeune femme cousin. Le modèle pour cette élégante représentation d'une bourgeoise française en train de coudre était probablement Aline Charigot, que Renoir allait éventuellement épouser. Renoir a traité son sujet avec des couleurs vibrantes dans une atmosphère d'une grande clarté. Le bleu cobalt domine la composition avec des contrastes frappants de rouge et quelques petites touches de jaune. La lavandière. Le thème de la lavandière était très répandu dans l'univers artistique du 19e siècle en France. Son modèle pour ce tableau a été Nini Lopez, une résidente de Montmartre où Renoir avait déménagé en 1876. Quand il a peint ce tableau, Renoir venait de terminer 4 illustrations pour la publication de L'Assommoir d'Émile Zola. Femme au piano. Cet élégant tableau nous montre la femme qui est possiblement la même Nini Lopez que le tableau précédent. C'est une des modèles qui a été des modèles préférés de Renoir entre 1875 et 1880. Sa peau délicate contraste avec le noir du piano en créant une chromatique attrayante, très admirée par Manet, une des références pour les jeunes créateurs. Les touches du peintre sont rapides et empâtées, l'espace est très limité avec quelques colorations dans la composition, spécialement les jaunes et les verts. Déjeuner au restaurant Fournaise. Cette toile représente 3 personnages attablés à la maison Fournaise, qui était un restaurant sur l'île de la Grande Jatte, en bordure de la Seine, près de Paris. On voit à travers le treillis les embarcations sur la Seine, on voit un rameur et un 4 avec barreur qui se promène sur le fleuve. Jean Renoir cousin. Ce Jean Renoir est le fils du peintre avec son modèle qu'il a eu avec son modèle Aline Charigot en 1890. Leur fils ici représenté avait 5 ans, il était déjà très habile de ses mains, comme vous pouvez voir. Ce Jean Renoir deviendra un grand cinéaste qui a rempli les écrans français de ses films durant les années 30 à 1950. Comme vous pouvez voir, à l'époque, les garçons portaient les cheveux longs. Le chapeau épinglé. Ce tableau nous montre bien à quel point Renoir pouvait représenter la beauté et l'élégance dans ses œuvres. Ici, on voit Julie Manet, qui était la fille de Berthe Morisot et d'Eugène Manet, qui étaient des amis de Renoir, et sa cousine qui ont servi de modèle pour ce tableau. Est-ce qu'il y a des questions sur Renoir? Moi, je trouve qu'on dirait qu'il est comme, c'est pas inachevé, mais on voit habituellement, il y a toujours plus de couleurs dans les peintures de Renoir, mais dans celle-ci, c'est plus discret. C'est comme si c'était pas fini, mais c'est fini, mais ça donne l'impression. C'est un peu minimaliste, effectivement, oui. On va passer maintenant à Édouard Manet, qui nous présente Jésus moqué par les soldats. Pour ce tableau monumental, Édouard Manet a représenté le Christ à la fin de sa vie, battu et attendant sa crucifixion. Il porte la couronne d'épines et les soldats se moquent du roi des Juifs. Manet a peint peu de sujets religieux et ici il traite du drame à la fois avec réalisme et théâtralité. Le tableau a causé scandale, imaginez, car Jésus était représenté sans son auréole, ce qui le distingue des humains ordinaires. Le tragédien. Manet représente Philibert Rouvière, un acteur des plus célèbres. Dans son rôle d'Hamlet, Rouvière avait basé son interprétation sur une série de gravures de Delacroix qu'on voit ici. Les courses à Longchamp. Toujours friand des plaisirs de la vie moderne, Manet nous montre la piste de course de chevaux au bois de Boulogne. On voit ici les derniers instants de la course. Contrairement à la tradition, Manet
a choisi de montrer le groupe de chevaux et de jockeys qui se dirigent directement vers les spectateurs. Poisson. L'intérêt de Manet pour les natures mortes s'est exprimé de 1864 à 1865. Ce tableau rappelle les peintres flamands du XVIIe siècle. Les touches du pinceau sont osées et suggèrent pourquoi le public a trouvé le travail de Manet si peu orthodoxe et même offensant. J'imagine que c'est la façon dont il a représenté la nappe. On voit certains peintres, là, comme on verra tantôt, non seulement Monet, mais aussi Van Gogh, ont mis plus de soin à représenter la nappe que celle-ci. Femme lisant. À la fin du 19e siècle, les cafés parisiens comme le Nouvel Athènes étaient des lieux de rencontre prisés par les peintres et les écrivains. Au premier regard, cette jeune femme semble être assise à son café préféré, comme le suggère le dessus de la table en marbre, le boc de bière et le magazine attaché au bar en bois. Cependant, l'arrière-plan fleuri est de fait un tableau de Manet et la réplique du café a été faite dans son atelier, imaginez. C'est un des tableaux les plus impressionnistes de Manet avec ses coups de pinceau rapides et libres, sans parler de ses couleurs un peu plus pâles, à l'exception des vêtements de la dame. Combat de taureaux. Le voyage de Manet en Espagne à la fin de 1865 n'aura duré que 10 jours, mais a eu un profond impact dans sa vie. Dans une lettre à son ami Charles Baudelaire, il décrit le combat de taureaux auquel il a assisté à Madrid comme le spectacle le plus curieux et le plus terrifiant de toute sa vie. Il fit des croquis sur place qui lui permit plus tard de compléter les tableaux comme celui-ci en atelier. On voit ici le moment crucial où le torero et le taureau se font face pendant qu'un cheval agonise sur le sable de l'arène. La régalade. Cette image faisait partie à l'origine d'un tableau qui s'appelait Les Gitanes. Mais Manet n'en était pas satisfait, alors il a décidé de faire des toiles autonomes. La régalade signifie verser du liquide d'un contenant dans la gorge sans toucher les lèvres. Vue de mer, temps calme. C'est un des premiers paysages peints par Manet. Il a été réalisé pendant ses vacances familiales à Boulogne-sur-Mer. Même si les touches de pinceau sont brusques, les vaisseaux demeurent identifiables. Un bateau vapeur avance dans le chenal, laissant les autres dans son sillon. La femme avec le fichu noir. Manet nous transmet le côté jovial de son modèle. Au début de la méthode de travail de Manet, il fait d'abord le contour de son personnage avec une ligne foncée, puis avec des coups de pinceau précis et rapides, il définit son costume et son visage. Puis, avec une couleur verte diluée, il peint le décor du fond laissé dénudé. L'exécution de Maximilien. Le jeune archiduc Maximilien avait été installé empereur du Mexique par le gouvernement français et d'autres monarchistes. La scène montre l'exécution de cet archiduc par des opposants à cette mainmise de la France sur le Mexique. Bien sûr, Manet a été inspiré par Goya, qu'on va voir dans 2 minutes, qui a peint cette même scène. L'aspect controversé de cette toile, c'est que Manet a montré des soldats français aux côtés des Mexicains dans le peloton d'exécution. Alors voici la même scène peinte par Francisco Goya. Est-ce qu'il y a des questions sur Manet? Vous passez, si vous permettez, à Claude Monet, qui nous montre ici la plage à Sainte-Adresse. Sainte-Adresse était un site, une station balnéaire à proximité de Le Havre, d'où était originaire Monet. Et il avait une tante qui habitait à Sainte-Adresse où il est allé peindre ce tableau en 1876. Pommes et raisins. Monet, qui a tiré le diable par la queue pendant plusieurs années avant que ça débloque, a peint cette nature morte en sachant qu'elle serait plus facile à vendre qu'un de ses paysages. Toutefois, il y a intégré toute la complexité de couleurs, de lumière et de textures que l'on trouve dans ces paysages.
Ceci est surtout évident dans la façon dont il représente la nappe. Remarquez toutes les subtilités de tonalité qu'il a mis dans sa nappe. Quand je parlais tantôt que Manet avait plutôt bâclé la sienne, je faisais référence à celle de Monet qu'on voit ici, qui est énormément travaillée. Chant de coquelicot à Giverny. En juillet 1890, Monet commence 4 tableaux presque identiques sur les champs de coquelicots près de Giverny où il habitait. Même s'il ne les considère pas comme une série, contrairement aux 25 tableaux sur les meules de foin qu'il a entamés plus tard cette année-là, ça démontre du moins son intérêt à développer plusieurs toiles simultanément. Ce qui faisait Monet, parce qu'il était tellement obsédé par l'influence du soleil, de l'éclairage naturel, du vent et des autres phénomènes de l'atmosphère sur le paysage, qu'il commençait plusieurs tableaux. Il en faisait un, mettons, le paysage avait l'air, mettons, à 9h30 le matin. Après ça, on faisait un autre à midi, un autre en milieu de l'après-midi, puis un autre en fin d'après-midi. Pour montrer les changements dans l'impression que la météo causait sur le paysage. Bateau sur la plage d'Étretat. À cause d'une météo inclémente, Monet a dû se résoudre à peindre à travers une fenêtre de l'hôtel Blanquet. Il a centré sa composition sur les bateaux en combinant des bleus pastels, des roses, des mauves et des verts sur les surfaces mouillées. Le groupe de silhouettes sur le bord de l'eau anime l'activité humaine près des bateaux. Magnifique tableau. Arrivée du train de Normandie à la gare Saint-Lazare à Paris. Les impressionnistes comme Monet ont rendu hommage aux aspects modernes dont Paris s'est doté à la fin du 19e siècle. Cette gare où arrivaient et d'où partaient les trains de la Normandie était particulièrement chère à Monet, lui-même étant un Normand. En tout, Monet a peint 12 tableaux de cette gare. Il était fasciné par l'effet de la lumière sur la vapeur des locomotives coincées sous le toit de verre de la gare. Pont de Waterloo sans le soleil. Alors, Monet a fait un certain séjour en Angleterre et il a déclaré ceci à propos de Londres. « Si ce n'était pas du brouillard, Londres ne serait pas une belle ville, a-t-il dit. Il se levait tôt à chaque matin pour peindre le pont de Waterloo qu'on voit ici. Pendant l'après-midi, puis ensuite, il se déplaçait au pont Charing Cross à la mi-journée. Sandvika en Norvège. Son voyage en Norvège de 1895 en compagnie de son fils qui habitait à Oslo a été très épuisant. Au départ, il a été frustré par sa recherche de motifs intéressants dans les paysages de neige. Néanmoins, pendant son séjour de 2 mois, il a réalisé 29 tableaux, dont 6 vues du village de Sandvika qu'on voit ici. Les nénuphars. Le point central de ses peintures, ce sont les fleurs de son jardin de Giverny ou l'étang sur lequel flottaient ses nénuphars. Il y avait également un pont japonais au-dessus de son étang. Ça, c'est un effet, comme j'ai déjà parlé, du japonisme, cette mode qui avait envahi principalement la France à partir de 1850, quand le commerce avec le Japon s'est ouvert. Et il y a eu une vague de japonisme à travers le monde. C'est comme si on découvrait un nouveau continent. Et tout était intéressant et on mettait du japonisme un peu partout. On a vu tantôt dans les tableaux de Mary Cassatt, et on le voit dans le pont japonais que Monet a construit au-dessus de son étang à Giverny. La maison des douanes à Varangeville, en Normandie. En tout, Monet a peint 81 tableaux de cette petite maison qui semble avoir poussé sur cette falaise de la Normandie. Sur ce tableau, il a accentué la quantité de blanc pour capter les effets plus nuancés de l'atmosphère. Dans la mer, des interruptions des couleurs de gris pâle révèlent un vert brillant en dessous que Monet accentua avec des touches additionnelles de vert. Le Parlement de Londres. Durant son séjour à Londres, Monet a peint l'édifice du Parlement à la fin de l'après-midi et au coucher du soleil depuis la terrasse de l'hôpital Saint-Thomas. William Turner avait aussi choisi ce même point de vue, mais Monet a plutôt été inspiré par un contemporain, l'Américain James Whistler,
qui a peint un tableau presque identique à celui de Monet. Voici. Quand même semblable. La scène dans le brouillard. Claude Monet a peint 18 tableaux de ses matins sur la Seine, une série réalisée dans son bateau atelier pour lui permettre d'aller dans des endroits autrement inaccessibles. Comme la lumière changeait en passant de l'aurore à la matinée, il passait lui aussi d'un tableau à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions sur Monet? Est-ce qu'on sait la quantité de tableaux qu'il a peint? Au total? Oui. Au-delà de 2000 tableaux dans sa vie. Avec la quantité de... Il faisait des grandes séries, comme vous dites. Il a fait, ouais. Puis il a vécu vieux à part ça. Alors, voici, on va passer à Berthe Morisot, l'impressionniste française. Alors, conformément à l'esthétique impressionniste qu'elle a épousée avec ferveur, dans sa femme à sa toilette, elle cherche à capturer l'essence de la vie moderne. Rendu avec des coups de pinceau en douceur dans les tonalités de lavande, de rose, de bleu et de gris, la composition ressemble à un poème visuel, orchestré par des motifs parfumés tels les cheveux blonds, les satins, les poudres et les pétales de fleurs. Berthe a participé à 7 des 8 expositions impressionnistes où elle a été acclamée à chaque fois. Vue du petit port de Lorient. Berthe avait une sœur, Edma, qui, comme elle, avait amorcé une carrière de peintre, les deux ayant exposé au Salon des Beaux-Arts en 1864. En 1968, Edma épouse Adolphe Pontillon, un officier de la marine, rencontré à Paris, mais vivant en Bretagne. Alors, qui prend Marie prend pays. Alors, Edma a déménagé à Lorient, en Bretagne, où Berthe Morisot se rendait à l'occasion pour visiter et rendre visite à sa sœur. Et elle est revenue avec ce tableau qu'elle a peint, où on voit sa sœur était assise sur un rempart dans le port de Lorient. Jeune fille au panier. Ce tableau grand format est une étude que Berthe Morisot a réalisée en vue de son grand tableau, Le Cerisier, qu'on va voir à l'instant. Son modèle ici, c'est sa nièce Jeanne Gobillard, qui lève son panier pour cueillir les fruits. Les portions pâles de jaune pastel suggèrent la lumière du soleil qui se reflète sur son chapeau, ses cheveux et sa robe. Le papier rose utilisé par Morisot ajoute de la luminosité à cette scène d'extérieur. On voit, c'était une étude pour ce tableau finalement, qui s'intitule Le Cerisier. Celle qui est dans l'escabeau, c'est la fille de Berthe Morisot, c'est Julie Manet. Et ouais, sa cousine, Jeanne Gobillard, tend le panier pour récolter les cerises que cueille sa cousine. Oui. On va passer maintenant à Seurat. Croquis pour le dimanche à la Grande Jatte. Ce tableau de petit format sur un panneau de bois est une des deux études que Seurat a faites. La composition est semblable à l'œuvre finie, mais tous les personnages n'ont rien à voir avec ceux de l'œuvre finale. Par exemple, le trio à droite avec une personne âgée assise a été remplacé par un homme avec une autre forme et une femme promenant un singe en laisse. Ça, c'est l'œuvre finale de Seurat. L'après-midi, à l'île de la Grande Jatte, qui est le chef-d'œuvre de Seurat, le peintre pointilliste par excellence. On voit d'autres œuvres de Seurat. C'est une étude finale pour les baigneurs asnières. Il s'agit d'une étude préparatoire en vue du tableau monumental. Le lieu illustré est juste en face de l'île de la Grande Jatte, ce parc de détente en banlieue de Paris. Les gestes calculés et raides de ces baigneurs est en contraste avec des activités agitées montrées par les impressionnistes dans de tels lieux. Néanmoins, le fait que le sujet soit moderne, que la palette soit lumineuse et que les coups de pinceau soient aérés rapproche Seurat de l'école impressionniste. Ceci n'est pas un tableau pointilliste, pas du tout. Femme assise avec parasol. Pendant 1884 et 1885, Seurat travaillait fort sur le projet de Dimanche à la Grande Jatte.
le projet le plus ambitieux de sa carrière. Pour se préparer, il a procédé à 2 types d'études. Des petites études de composition et de couleur sur des panneaux de bois et des dessins au crayon qui exploraient le paysage vide et les formes des personnages ou des groupes de personnages. C'est ainsi que Seurat a développé des contours expressifs de ce personnage, féminin assis, tenant un parasol qui allait éventuellement occuper le centre du tableau définitif. Est-ce qu'il y a des questions sur Seurat? On va passer à Degas, Edgar Degas. L'étoile. Degas nous montre la ballerine étoile dans ce pastel qu'il a identifié comme étant la danseuse espagnole Rosita Mori, qui avait quitté sa Catalogne natale pour aller faire une brillante carrière à Paris, où elle a été une danseuse de grande renommée dans les années 1870. En scène, ici, Edgar Degas nous montre 7 danseuses performant une chorégraphie. Les gestes des femmes avec les bras en l'air capturent l'attention, les formes et les poses de ce corps de ballet. Pour rehausser le sens du mouvement et du spectacle, Degas a estampé les bords des formes où les tutus des danseuses rencontrent la scène. On va continuer avec ce tableau qui s'intitule « La boutique de chapeaux » de Edgar Degas. Nous sommes dans l'œuvre d'Edgar Degas. Alors, des 15 œuvres que Degas a fait sur ce thème, c'est probablement la plus ambitieuse qu'on voit ici. L'identité de la jeune femme n'est pas claire. Est-ce qu'elle est la vendeuse ou la cliente? Il semble que Degas aurait volontairement créé cette ambiguïté. Elle est complètement absorbée dans son activité et ne semble pas consciente de son environnement. Des merveilleuses couleurs dans ce tableau, moi j'aime beaucoup. L'oncle et la cousine de l'artiste. Degas était le portraitiste le plus subtil parmi tous les impressionnistes. Durant son dernier voyage à Naples, où il avait de la famille, il a peint ce double portrait de sa cousine orpheline Lucie et de son oncle Henri, à qui la jeune fille avait été confiée. Degas, qui venait de perdre son père, a fait ce tableau avec beaucoup d'empathie et de sensibilité. Des détails non définis du tableau suggèrent que celui-ci n'a peut-être jamais été complété. Comme je ne sais pas, la table, par exemple, des objets sur la table. Ouais. Le bain du matin. Tard dans sa carrière, Degas a commencé à utiliser des bâtons de pastel et réalisa 200 dessins de baigneuses avec ce médium. Il pouvait aussi mélanger les couleurs et appliquer des marques plus appuyées aux endroits qu'il jugeait importants. Les draps et les oreillers défaits entre le spectateur et la femme ajoutent une touche de voyeurisme à cette scène matinale. 2 danseuses. Degas a représenté des ballerines au repos et en action, produisant de nombreux dessins et peintures, gravures et sculptures. Ici, il nous montre 2 danseuses qui attendent dans les coulisses le moment de retourner sur scène et qui s'étirent les pieds et les bras pour leur prochaine apparition. Une femme à sa toilette. Degas a capturé ce moment d'intimité d'une femme se séchant après le bain. L'utilisation libre de tons de jaune, d'oranger, de rouge à travers le dessin relie la femme à son décor, même si le visage et les émotions de la dame ne nous sont pas dévoilés. Autoportrait. C'est une œuvre hautement sophistiquée, peinte par le jeune homme qui n'avait que 23 ans à l'époque. Degas se serait inspiré de Rembrandt, le grand Rembrandt, pour sa capacité à créer une ambiance d'où émerge une présence convaincante. Ici, on va voir l'autoportrait que Rembrandt avait fait de lui-même à ce même âge de 23 ans. Le tableau suivant. 3 études d'une danseuse. Fait en préparation de sa fameuse sculpture de la petite danseuse de 14 ans, ce remarquable dessin montre son modèle de 3 points de vue. C'est comme si Degas voulait comprendre son modèle en 2 dimensions avant de l'aborder en 3 dimensions, comme il a fait dans sa sculpture de la petite danseuse de 14 ans. Est-ce qu'il y a des questions sur Degas? Vous passez à Auguste Rodin.
son portrait de Balzac. En 1891, Rodin reçoit le mandat de produire un monument à la mémoire du grand écrivain Honoré de Balzac qui venait de décéder. Pendant 7 ans, il a travaillé sur diverses études, incluant celle-ci qui nous montre Balzac complètement nu. C'était évidemment un écart majeur par rapport au modèle traditionnel du monument commémoratif, vous en conviendrez. Cette œuvre met en évidence la vitalité et la candeur de Balzac à travers ce torse puissant et cette pose qui dégage de la confiance. Comme on a vu au musée d'Orsay, même la statue recouverte d'une cape avait été critiquée et même refusée par la Société des gens de lettres. Pardon? Bon. Alors, Adam. À l'origine, la sculpture d'Adam devait être jumelée à celle d'Ève sur les portes de l'enfer au Musée des arts décoratifs, qui n'a jamais vu le jour finalement. Ici, on voit le corps d'Adam qui exprime toute la douleur ressentie après avoir commis le péché originel. Comme on sait, les portes de l'enfer se trouvent maintenant à Paris, au musée d'Orsay, qu'on a vu la dernière fois, et on voit que le statut d'Adam se trouve au faîte sur le dessus de la porte, les trois sculptures d'Adam. On va maintenant passer à Gustave Caillebotte. Alors, ce tableau s'intitule « Journée pluvieuse à Paris ». Gustave Caillebotte a peint ce carrefour complexe situé à quelques minutes de la gare Saint-Lazare qui représente le milieu changeant de Paris à la fin du 19e siècle. Fini les anciennes rues étroites et tortueuses qui ont été remplacées par les grands boulevards que l'on voit, par le baron Haussmann qui avait refait toute la configuration de Paris. Ce tableau énorme qui mesure 7 pieds par 10 pieds est considéré comme le chef-d'œuvre de Caillebotte qui a voulu représenter le visage moderne de Paris. Avec une aussi grande échelle et une perspective parfaite, cette toile a plu tout de suite au public habitué au grand format des peintres académiciens. Voici son étude pour justement ce tableau de la journée pluvieuse à Paris. Cette étude préparatoire semble avoir été réalisée sur place avant d'être peaufinée en atelier avec équerre et compas pour régulariser les lignes de fuite de la perspective. Carnet de croquis. Ce carnet qui contient 40 dessins. En 1881, Caillebotte a acheté avec son frère Martial une jolie maison à Argenteuil, en banlieue de Paris. Rendu là, il se livra à 2 de ses passions, le jardinage et le nautisme sur la Seine. Ces activités l'ont amené à diminuer sa production artistique, évidemment. Cependant, pendant ces années-là, Caillebotte traînait toujours avec lui ce carnet de croquis où on voit des scènes panoramiques, des portraits, des scènes de jardin, des détails d'arbres et d'architecture. Aucun de ces croquis n'a servi à des tableaux ultérieurement. Ce carnet est en possession du Art Institute. Est-ce qu'il y a des questions sur Caillebotte? On va passer au peintre flamand du musée Art Institute, en commençant par Pierre-Paul Rubens, qui nous présente ici la Sainte Famille avec Élisabeth et Jean-Baptiste. Avec ce tableau, Rubens a beaucoup humanisé les personnages de Jésus, Marie et Joseph. Les auréoles sur ces personnes ont été omises et les adultes portent des vêtements de l'époque de Rubens, donc sont actualisés pour son époque. Le sein exposé de la Vierge en train de nourrir Jésus rappelle le côté humain de ces personnages. La vénération de la Vierge Marie était à la hausse dans la communauté catholique de Hollande. La capture de Samson. Cette étude pour un projet de plus d'envergure a été commandée par le maire d'Anvers, où habitait Rubens. On y voit l'histoire de Delilah qui coupa la toison de Samson pendant son sommeil. Comme ses cheveux étaient la source de sa force extraordinaire, il ne put résister aux soldats venus le capturer à son réveil. Le contraste entre l'ombre et la lumière rappelle le tableau de Tintoret qu'on a vu tantôt, Lucrèce et Tarquin. Saint François.
Les franciscains ont été le premier ordre religieux dont la prédication et l'enseignement ont aidé à raviver la foi catholique dans le sud de la Hollande après la commotion causée par la réforme protestante de Martin Luther au XVIe siècle. Rubens représente ici saint François d'Assise, le fondateur de l'ordre. Il nous communique la spiritualité de ce saint à travers son regard et sa pose méditative. Sainte Catherine d'Alexandrie. Rubens a été un des artistes les plus talentueux du nord de l'Europe au XVIIe siècle. Pendant sa carrière, il s'est fié aux graveurs professionnels pour publiciser ses œuvres. Lui-même, il n'a réalisé pas plus de 3 gravures dans sa vie, dont celle-ci, qui nous montre la Sainte, tout comme il l'avait fait dans l'église des Jésuites à Anvers. Excusez-moi. Bon, ça, on est toujours encore avec Rubens. Ça s'intitule « Études anatomiques ». Rubens, en plus d'avoir étudié les classiques de l'Antiquité, a développé le sens de la forme anatomique idéale en lisant des traités sur ce sujet. Destiné à l'encre, ces études anatomiques devaient faire partie d'un traité sur le sujet qu'il se proposait de publier, mais qui n'a jamais vu le jour. Est-ce qu'il y a des questions sur Rubens? On va passer à Van Gogh, dont le tableau s'intitule « Les buveurs ». Pendant son séjour à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh a fait un nombre de copies d'artistes qu'il admirait. Pour cette scène, Van Gogh s'est inspiré d'une gravure d'Honoré Daumier qui était une parodie sur les 4 âges de l'homme. Parce qu'on voit l'enfant qui boit le lait, on voit le jeune homme, on voit l'homme mûr et l'homme âgé qui boivent tous. Je vais vous montrer l'œuvre de Daumier. Ça, c'était l'œuvre de Daumier qui s'intitulait également « Les buveurs ». Ces figures exagérées et caricaturales capturent l'humour de Daumier et passent le message à travers les affres de l'alcoolisme. Les teintes vertes du tableau sont peut-être une allusion à l'absinthe, cet alcool très populaire à cette époque. Autoportrait de Van Gogh en 1886, l'année où il a quitté la Hollande pour aller rejoindre à Paris son bien-aimé frère Théo, qui était un marchand de tableaux. Van Gogh a réalisé pas moins de 24 autoportraits pendant son séjour à Paris. On voit ici, ce tableau est interprété selon la méthode du pointillisme, parce que 3 ans auparavant, Seurat avait exposé son Dimanche à l'île de la Grande Jatte, qui avait fait un grand éclat dans le monde artistique parisien. Terrasse et observatoire du moulin de Blute. C'est un des paysages que Van Gogh a réalisé sur la butte Montmartre, près de la rue Lepic où il logeait avec son frère. Montmartre regorgeait de rappels de son passé rural, tel ce moulin à vent de Blute. Mais il y avait aussi, par exemple, si on passe au Moulin Rouge, c'était dans le même quartier de Montmartre. Alors, ce moulin avait été abandonné et est devenu une attraction touristique, surtout à cause de son observatoire, qui offrait des vues imprenables sur Paris, surtout du haut de la butte Montmartre. Pêche printanière au pont de Clichy. Ce tableau de Van Gogh est le fruit de l'amitié entre Van Gogh et le peintre impressionniste Paul Signac. Ce dernier était aussi un éloquent défenseur des thèses picturales de Seurat. Sous l'influence des néo-impressionnistes, la palette de Van Gogh s'est éclaircie, ses coups de pinceau sont devenus plus variés et la nature de ses sujets a connu de l'expansion. Raisin, citron, pêche et pommes. Dans ce tableau, Van Gogh a simplifié sa palette, avec plus de teintes vibrantes et avec des couleurs complémentaires, jaune et mauve, bleu et orangé, rouge et vert. Ces contrastes de couleurs sont décuplés par le motif des coups de pinceau sur la nappe. Émile Bernard, le critique d'art, a qualifié ce tableau de
nature morte violente, à cause de la façon de représenter la nappe, qui est très vivante, comme dans plusieurs tableaux de Van Gogh d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions sur Van Gogh? On va passer maintenant à Rembrandt, cet autre peintre flamand. Alors, c'est un autoportrait à la fenêtre. Aucun autre artiste que Rembrandt a exploré le potentiel des autoportraits. Au cours de sa carrière, il a réalisé plus de 80 œuvres de ce type. Vieil homme avec une chaîne en or. Pour les portraits, Rembrandt étudiait les effets des costumes et de l'éclairage pour rendre ses sujets intéressants. Il disposait de toute une réserve de costumes dans son atelier pour pouvoir améliorer l'intérêt pour ses personnages. La chaîne en or et le béret à plumeau évoquent un passé militaire du sujet. Ce modèle non identifié était un des préférés de Rembrandt. Pour cette toile, il voulait démontrer son habileté dans un genre qui jumelait à la fois peinture historique et portrait. Jeune femme devant une demi-porte. Cette jeune femme, avec son regard et son presque sourire, est un exemple de la nature bon enfant des portraits de Rembrandt. Il se sert souvent des portes et des fenêtres pour encadrer ses personnages. Nue assise. Pour Rembrandt, ce qui comptait davantage, c'était l'assurance des lignes et l'honnêteté de la vision de l'artiste. Dans cette œuvre, il a atteint le maximum d'expression avec le minimum de moyens. Les sentiments du modèle sont suggérés par sa pose contemplative. Ses traits à la plume et les coups de pinceau sont intégrés à la perfection. Alors que la plume souligne les traits du sujet, le pinceau amène une tonalité transparente qui réunit le personnage et son espace. Adam et Ève. Cette gravure de Rembrandt nous montre le drame de la première femme et du premier homme. Il nous les représente au moment de la tentation où le couple est inondé de lumière, mais on sent qu'ils peuvent être effacés par la branche noire de l'arbre et par le serpent au-dessus de leur tête. On peut s'identifier à leur confusion et à leur tentation. Est-ce qu'il y a des questions sur Rembrandt? Est-ce que je vois un éléphant dans le fond, là? Un éléphant? À droite ou à gauche? Ah oui, là. Ah, ben oui. C'est quoi ça? C'est un éléphant. Il paraît extraterrestre. Ah oui, il y avait toutes sortes d'animaux. Bravo, vous avez l'œil. On va passer maintenant à Marc Chagall, ce peintre juif russe qui a peint ce tableau qui s'intitule « La crucifixion blanche ». Ce tableau marque un virage important dans la carrière de Marc Chagall, car c'est sa première œuvre où il représente le Christ comme un martyr juif au moment où, dans les années 30, cette communauté subissait des persécutions à travers l'Europe. Les vêtements du Christ sont de tradition juive et il est entouré de patriarches bibliques. Et autour de lui, on voit des scènes de malheur qui s'abattent sur les Juifs. On voit des incendies, des destructions, des persécutions, de l'exil, etc. La naissance. Plusieurs de artistes de l'École de Paris d'origine étrangère vivaient et travaillaient dans un studio désuet nommé La Ruche. Chagall y a vécu en 1911 où il a côtoyé Modigliani et Fernand Léger. Chagall a déjà dit en parlant de La Ruche « Ou tu en sortais mort, ou tu en sortais célèbre ». Là, il a été exposé au cubisme, à l'expressionnisme et au futurisme. Le résultat de cette influence est apparent dans cette toile. Saint-Jean Cap-Ferrat. Chagall était déjà un peintre renommé quand, en 1950, à l'âge de 63 ans, il se mit à l'apprentissage de la technique de la lithogravure. Il a pris des cours au studio de Fernand Mourlot, le grand maître de la lithogravure qui avait travaillé avec Braque, Picasso et Matisse. Cette œuvre est une de ses premières lithogravures. Est-ce qu'il y a des questions sur Chagall? Vous passez maintenant aux peintres anglais, notamment avec Turner. On voit ici un des tableaux maritimes. On voit son grand intérêt qui est toujours la mer,
À gauche, un grand bateau de pêche discute affaire avec un type dans un petit caboteur. On voit bien l'intérêt de Turner pour les effets dramatiques de l'atmosphère et de la lumière. Ça bouge dans son tableau. Au loin, l'artiste a ajouté un bateau vapeur avec une traînée de fumée noire, ce qui annonce la venue de la modernité en mer. D'autres tableaux de Turner, château sur les hauteurs près de Genève. Comme vous savez peut-être, Turner a fait plusieurs voyages en Suisse où il était fasciné par les Alpes. Il a fait également ce magnifique tableau qui s'intitule « Vue de Lucerne à partir du lac Léman ». Magnifique tableau avec quelques coups de pinceau, il nous décrit toute une scène fantastique. On va passer maintenant aux peintres espagnols du musée Art Institute, entre autres avec Sorolla, le peintre impressionniste espagnol. On voit ici les deux sœurs sur la plage à Valence. Ou ce tableau qui s'intitule « Rocher au phare de Biarritz ». Et celui-ci, « Étude pour une scène de plage ». On va passer à un autre espagnol que vous connaissez bien, Picasso. Ici, le tableau, le musée Art Institute comporte une grande quantité de tableaux de Picasso, dont celui-ci qui s'intitule « Mère et enfants ». En 1917, Picasso a séjourné à Rome alors qu'il faisait des décors pour la troupe des ballets russes. Impressionné par les œuvres d'art de la Renaissance, il se mit à peindre des figures monumentales inspirées par l'Antiquité. La mère et l'enfant ont été inspirés aussi par sa vie personnelle, avec la danseuse russe Olga Koklova, qui avait eu son fils Paolo en 1921. Contrairement aux personnages chétifs de sa période bleue, ceux de sa période classique, comme ici, sont solides et majestueux en proportion et en sentiment. La relation mère-enfant est empreinte de sérénité et de stabilité, ce qui caractérisait la vie de Picasso à cette époque. Le fauteuil rouge. Picasso a souvent peint les femmes présentes dans sa vie, et Dieu sait qu'il y en a eu. Il s'agit ici de Marie-Thérèse Walter, qu'il a connue vers 1925. Même si elle avait 28 ans de plus que lui, l'artiste commençait à représenter sa chevelure blonde, ses traits marqués et son corps voluptueux dans son œuvre. Dans cette toile, Picasso se servit de la peinture Ripollin, une peinture industrielle qui ne laissait pas paraître les coups de pinceau et qui venait en couleurs très vives. Le vieux guitariste. Picasso a réalisé ce tableau à Barcelone pendant sa période bleue. À cette époque, il se restreignait à une palette bleue avec des formes aplaties et des thèmes décrivant la misère humaine, un peu comme Edvard Munch et Paul Gauguin. Le personnage allongé et angulaire du guitariste met en évidence l'intérêt pour l'art espagnol et en particulier pour cette grande figure du XVIe siècle, El Greco, dont voici une œuvre. Femme en pleurs. Ce tableau de 1937 nous montre une image terrible d'une femme frappée par le malheur. C'est une des œuvres les plus puissantes entreprises à la suite de Guernica, qui était une dénonciation véhémente des affres de la guerre civile, de la tyrannie fasciste de Franco en Espagne. Picasso s'est inspiré des événements dans l'actualité, mais aussi de l'imagerie religieuse, dont la Vierge qui se lamentait suite à la perte de son fils. Il a travaillé et retravaillé cette toile, peut-être dans un effort pour exorciser les démons de la guerre. Tête de femme. À l'été de 1909, Picasso a été très productif. Il a fait plusieurs paysages, des têtes de femmes et des natures mortes, dans son élan vers le cubisme. Sa compagne de l'époque, Fernande Olivier, lui a servi de modèle. Lui a servi de modèle pour ce tableau. On voit un grand contraste avec l'arrière-plan, une nature morte très naturelle, sa représentation et la tête de la femme aux traits grandement accentués.
Cette façon très sculpturale de peindre l'a effectivement amené à la sculpture à l'automne qui a suivi. Femme nue demi-grandeur. De 1904 à 1906, Picasso passa de sa période bleue à sa période rose. Le visage de son modèle est angulaire et semble à la limite être un masque, sans aucune émotion. Ceci témoigne de l'intérêt grandissant de Picasso pour les anciennes sculptures ibériques et pour l'art non occidental. De cette façon, on peut dire que celle-ci anticipe le développement du cubisme dans l'année qui va suivre. Le repas frugal des saltimbanques. Cette œuvre est une des dernières de sa période bleue, qui était animée par la représentation mélancolique des pauvres, des malades et des gens rejetés par la société. Il faut dire que Picasso, à ce moment-là, venait de s'installer à Paris, dans un bâtiment dilapidé qui s'appelait le Bateau Lavoir. Alors, mes chers amis, c'est ainsi que se termine notre visite du musée de Chicago. J'imagine que vous allez convenir avec moi que la collection du musée Art Institute est vraiment impressionnante, mais elle est surtout impressionniste. Parce que 50% des œuvres que vous avez vues aujourd'hui étaient des œuvres de ces peintres du 19e siècle. Vous savez tous à quel point les peintres impressionnistes ont trimédure dans la deuxième moitié du 19e siècle pour percer sur la scène artistique, parce qu'ils étaient dominés par les académiciens qui avaient tous les postes de pouvoir, soit à la direction de l'École des Beaux-Arts ou dans les salons parisiens qui avaient lieu à chaque année pour la sélection des œuvres. Ce qui a permis aux impressionnistes de percer finalement, ce sont les collectionneurs américains. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, les États-Unis, tout comme le reste du monde, a connu la révolution industrielle qui a permis un essor économique formidable qui a donné lieu à la création de plusieurs gens très, très riches aux États-Unis. Ces gens-là voyageaient, ils allaient souvent en Europe et, comme c'était la mode, ils se sont mis à collectionner les œuvres d'art. Et comme ces Américains-là étaient plus ouverts à la modernité que ne l'étaient des Français, qui étaient plus traditionnels, donc qui se fiaient plus aux académiciens, alors les Américains ont réussi à mettre la main sur une grande quantité d'œuvres impressionnistes qu'ils ont rapportées aux États-Unis. Et comme ça arrivait souvent, lorsque ces collectionneurs-là décédaient, ils léguaient leurs œuvres à des musées, donc à celui de Chicago. C'est ainsi que le musée Art Institute de Chicago comporte la deuxième plus grande collection d'œuvres impressionnistes en dehors de la France.